chapitre, les mots pour le dire de Marie Cardinal. J'en étais ici. Tout cela justifiait, me semble-t-il, mon dérangement, le rendait acceptable, moins douteux. On ne mettait pas en asile une femme parce qu'elle saignait et que cela la terrifiait. Tant que je ne parlais que du sang, on ne verrait que lui, on ne verrait pas ce qu'il masquait. J'étais donc là, assise près du médecin, dans le calme de cette maison baroque, au fond de l'impasse silencieuse, obéissante et gentille, comme mon sang aurait dû l'être au creux de mon ventre. J'ignorais que ce lieu et que cet homme allait devenir le point de départ de tout. Je me complaisais dans le récit de ma visite quelques semaines auparavant à un grand professeur en gynécologie. Le spécialiste, habillé de blanc, petite veste et pantalon style américain, avait enfoncé sa main droite en moi et de la gauche, il pesait sur mon ventre, d'un côté et de l'autre, au centre poussant mes tripes vers le bas, là où ses doigts gantés palpaient. Un peu comme une ménagère qui s'apprête à vider son poulet d'un seul coup. Je m'attendais à ce que mes viscères se mettent à faire des bruits mous de vases, des ploufs, des slops, des splashs. Le plafond était blanc comme le mensonge, d'un blanc immense pour que s'y perdent les vagins difformes et usés, d'un blanc profond pour engloutir les images ignobles de mon imagination. Après le long examen, le professeur s'était redressé, avait enlevé son gant, et tandis que j'étais toujours là, les jambes écartées sur la table, il avait déclaré: pour l'instant, vous n'avez qu'un utérus fibromateux, mais je vous conseille de vous en débarrasser au plus vite. Sinon, vous allez avoir de graves ennuis, et plus tôt que vous le croyez. Prenons date pour l'opération. Vous verrez, tout ira bien après. Ne tergiversons pas, je vous opère la semaine prochaine. Voyons quel jour vous préférez, lundi ou mardi. J'ai dit mardi. Il m'a indiqué la démarche à suivre pour les examens préopératoires et pour l'admission à la clinique. J'ai réglé ses honoraires, j'ai dit merci et je suis sortie. J'avais près de 30 ans. Je ne voulais pas qu'on m'enlève cette poche et ces deux boules. Je ne voulais plus que le sang coule par là, mais je voulais garder ce paquet dans mon ventre. La chose s'agitait dans ma tête, s'agitait. J'ai dévalé l'escalier de marbre à colonnes, à tapis, à tringles de cuivre, à miroir de palais. Je me suis retrouvée dehors, sur le large trottoir gris des beaux quartiers. J'ai couru, je me suis précipitée dans le métro, où la chose m'a empli en fonçant cette fois précisément ses racines dans mon utérus fibromateux. Fibromateux, quel mot! Caverne tapissée d'algues sanguinolentes, pertuis monstrueusement boursouflés, crapauds pustuleux, pieuvres. Pour les malades mentaux, les mots, de même que les objets, vivent autant que les gens ou les animaux. Ils palpitent, s'évanouissent ou s'amplifient. Passer à travers les mots, c'est comme marcher dans la foule. Restent des visages, des silhouettes qui s'effacent vite. Du souvenir ou s'enfoncent parfois, on ne sait pas pourquoi. Pour moi, à cette époque, un mot isolé de la masse des autres mots se mettait à exister, devenait une chose importante, devenait peut-être même la chose la plus importante, qui m'habitait, me torturait, ne me quittait plus, réapparaissait dans mes nuits et m'attendait à mon réveil. J'ouvrais les yeux doucement, j'émergeais du sommeil lourd, chimique, pâteux que me procuraient les tranquillisants. Je sentais d'abord mon corps intact, puis je sentais l'heure, le soleil, ça allait. Je remontais à la surface de ma conscience, 1 seconde, 2 secondes, 3 peut-être, fibromateux. Splash, étalé comme une grosse éclaboussure de peinture grasse sur un mur clair. Immédiatement venait le grelottement, avec le tambour du cœur et la sueur de la peur. C'était la journée qui commençait. Il faut que je me souvienne et que je retrouve la femme oubliée, plus qu'oubliée, dissoute. Elle marchait, elle parlait, elle dormait. De penser que ses yeux regardaient et que ses oreilles entendaient, que sa peau sentait m'émeut. C'est avec mes yeux, mes oreilles, ma peau, mon cœur que cette femme vivait. Je regarde mes mains, les mêmes ongles, la même bague. Elle et moi. Moi, c'est elle, la folle et moi. Nous avons commencé une vie toute neuve, pleine d'espoir, une vie qui ne peut plus être mauvaise. Moi la protégeant, elle me prodiguant l'invention, la liberté.
est le passage, la naissance, il faut que je éloigne la folle de moi, que je la tienne à distance, que je me dédouble. Je la vois dans une rue pressée. Je sais son effort pour paraître normal, pour stopper la peur derrière son regard. Je la rappelle, debout, la tête enfoncée dans ses épaules, triste, absorbée à la fois par la montée de l'agitation intérieure et par l'installation du blindage des yeux. Que rien ne se voit. Surtout, ne pas tomber dans la rue, ne pas être saisie par les autres, ne pas être conduite dans un hôpital. Imaginez qu'elle ne saurait plus juguler la folie dont un flot grossissant romprait un jour les digues et déborderait, la faisait grelotter. L'itinéraire de ses sorties était devenu de plus en plus court. Et puis un jour, elle n'était plus allée dans la ville. Ensuite, elle avait dû restreindre son espace intérieur, à l'intérieur de la maison. Les pièges se multipliaient. Les derniers mois, avant d'être livrée au médecin, elle ne pouvait plus vivre que dans la salle de bain. Pièce blanche carrelée de faïence, pièce sombre à peine éclairée par une imposte en forme de demi-lune, presque totalement obstruée par le branchage d'un gros sapin qui grattait à la vitre les jours de vent. Pièce propre à l'odeur d'antiseptique et de savonnette. Pas de poussière dans les coins. Les doigts glissaient sur les carreaux comme sur de la glace. Pas de décomposition, pas de fermentation. Rien que de la matière qui ne pourrit pas, ou alors si lentement que l'idée de la putréfaction ne pouvait s'y attacher. Entre le bidet et la baignoire, c'était là qu'elle était le mieux quand elle n'arrivait plus à maîtriser la chose intérieure. C'était là qu'elle se cachait en attendant que les remèdes fassent leur effet. Recroquevillée, les talons contre les fesses, les bras serrant fort les genoux contre la poitrine, les ongles si s'enfonçaient dans les paumes de ses mains, qu'ils avaient fini par y creuser des plaies. La tête ballottant d'avant en arrière ou sur les côtés, trop lourde, le sang et la transpiration qui coulaient. La chose qui, à l'intérieur, était faite d'un monstrueux grouillement d'images, de sons, d'odeurs projetées dans tous les sens, par une pulsion dévastatrice, rendant tout raisonnement incohérent. Toute explication absurde, toute tentative de mise en ordre inutile se révélait, à l'extérieur, par des secousses intenses et une sueur nauséabonde. Je pense que la première fois que je suis allée voir le psychanalyste, c'était le soir. Ou alors ai-je gardé la nostalgie d'une de ces séances tardives, au fond de l'impasse, à l'abri du froid des autres, de la folle de la nuit. Une de ces séances où j'avais conscience que je mûrissais, que je venais au monde. De larges ouvertures se faisaient, le chemin s'élargissait, je comprenais. La folle n'était plus cette femme qui allait cacher ses tremblements dans les toilettes des bistrots, qui fuyait un ennemi innommable, qui saignait sur les trottoirs, qui suait sa peur dans la salle de bain, cette malade qui ne voulait pas qu'on la touche, qu'on la regarde, qu'on lui parle. La folle devenait un être tendre, sensible, riche. Je me mettais à accepter la folle, à l'aimer. Pour commencer, j'étais venue dans l'impasse avec l'idée de me faire prendre en charge pendant quelque temps par un médecin qui ne m'hospitaliserait pas. Je savais que les psychanalystes ne mettaient pas leurs clients à l'hôpital. J'avais peur de l'internement comme j'avais eu peur de l'opération qui aurait amputé mon ventre. Je m'étais sauvée d'une clinique pour venir dans l'impasse, mais je croyais que je venais trop tard, que je retournerais dans une clinique psychiatrique. Je croyais que c'était inévitable, surtout depuis que la chose s'était enrichie de l'hallucination. J'étais d'ailleurs bien décidée à ne pas parler au docteur de cette hallucination. Je pensais que, si j'en parlais, il ne pourrait pas me soigner et me renverrait immédiatement d'où je venais. La présence par instant de l'œil vivant me regardant, existant réellement, mais n'existant que pour moi, ça je le savais, me paraissait être le signe de la véritable folie, de la maladie incurable. J'avais 30 ans, j'étais en très bonne santé, je pouvais en avoir pour 50 ans à être enfermée, et peut-être même que je me serais laissée aller complètement, sans mes enfants. Peut-être que sans eux j'aurais cessé de me battre, car la lutte contre la chose était épuisante, et de plus en plus, j'étais tentée par les remèdes qui me livraient à un néant pâteux et doux. Mes enfants étaient des êtres humains que j'avais désirés énormément. Ils n'étaient pas nés au hasard. Depuis que j'étais toute petite, je me disais, un jour, j'aurai des enfants et je fabriquerai avec eux et
chargés de leur vie toute neuve,